Des Cailles jusqu'à Taoudéni, fidèles téléspectateurs, partout vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce lundi 5 novembre 2018. À l'actualité du jour, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, a tenu samedi dernier dans la salle de conférence du Sigma sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire après le conseil des ministres du vendredi 2 novembre 2018. Un point de presse au cours duquel les grandes décisions du gouvernement ont été livrées. Reportage Tata Touré, Ibrahim Koulibaly. Dans le cadre de son briefing hebdomadaire, le ministre porte-parole du gouvernement était face à la presse le samedi 3 novembre. Dans la salle de conférence du Centre d'information gouvernementale du Mali, pour la circonstance, il était accompagné de son collègue des Maliens de l'extérieur. Dans ses propos introductifs, le ministre porte-parole du gouvernement a évoqué les décisions phares prises lors de la réunion hebdomadaire des ministres tenue la veille, le vendredi 2 novembre. Entre autres, le projet de texte relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du conservatoire multimédia Bala Faseke Kouyati, politique nationale en matière de dégradation africaine au Mali et également 4 projets de décret relatifs à l'autorisation. S'est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération sous la présence de M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a examiné au chapitre des mesures réglementaires et législatives les projets de textes présentés par Madame la ministre de la Culture relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyati. Comme vous le savez, ce conservatoire est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel. Il a pour mission d'assurer la formation des cadres supérieurs dans le domaine des arts et des métiers multimédia et surtout d'assurer la promotion artistique et culturelle. Plus de 10 ans après, et après avoir obtenu des résultats probants, notamment dans la formation des cadres de valeur dans ce domaine, certaines insuffisances ont été constatées, notamment le cumul de fonctions au niveau de la direction et de la comptabilité, l'absence surtout d'un département d'enseignement et de recherche, l'absence également d'un cadre législatif pour les frais d'instruction administrative et académique, et l'absence également du représentant des élèves étudiants sur le de l'AIM dans le conseil d'administration. C'est pour combler ces insuffisances que ce projet de texte a été présenté. Il a été examiné et approuvé par le Conseil des ministres. Le deuxième projet de texte a été présenté par mon collègue ministre malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agit de la politique nationale en matière d'intégration africaine du Mali. Donc cette politique a pour objectif global de créer un ensemble homogène pour la réalisation de l'unité africaine. La politique nationale et son plan d'action 2018-2022 s'articulent autour de 4 axes prioritaires, notamment les politiques publiques et également l'intégration économique et environnementale des affaires, la promotion socio-culturelle et les communications sur les programmes et objectifs de l'intégration africaine. Cette politique nationale a été également approuvée par le Conseil des ministres. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a également présenté 4 projets de décret. Le premier projet de décret est relatif à l'autorisation d'utilité publique de travaux d'aménagement des aires de Mandéoula et Nemaoula. Et ces aires qui avaient été classées zones protégées en 2003 subissent aujourd'hui des agressions dues à la précarité climatique et également des agressions de l'homme à travers l'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière et le braconnage. Donc le Mali, pour pallier à ces insuffisances, sinon pour contrer cette agression, le Mali a bénéficié du financement du Fonds mondial de l'environnement pour procéder à ces aménagements. Ces aménagements vont empiéter certaines propriétés privées, d'où le présent projet de décret
qui est de déguerpir quelques 400 familles, mais tout en les indemnisant. Le deuxième projet de décret est relatif également à l'autorisation de déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kenyé, qui est à 35 km de Bamako, notamment en Tianfala. Donc, cette centrale hydroélectrique va surtout permettre de faciliter l'accès à l'électricité aux populations et surtout contribuera également, comme vous le savez aujourd'hui, il y a une zone industrielle qui est en train d'être aménagée à Koulikoro. Donc, ça va contribuer également à ce que cette zone industrielle puisse se développer. Il y a également le projet de décret portant autorisation de déclaration publique des travaux de construction de la ligne de transport de 225 kW et également de transport, des lignes de transport d'énergie électrique à Manantali. Donc là également, ces travaux vont empiéter également les propriétés privées, d'où la nécessité de procéder à cette autorisation de déclaration d'utilité publique. Il y a également un projet de décret autorisant l'aménagement des marigots de Tiankole en commune 1 et également de Wewanko en commune 4 du district de Bamako. L'Angola fait face à une crise économique depuis un certain temps et pour cause, les exploitants illégaux de diamants sur son sol. Pour y remédier, le gouvernement angolais entend expulser plusieurs de ses exploitants africains et les Maliens ne sont pas épargnés par cette nouvelle mesure. Le gouvernement du Mali, à travers le département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, entend venir en aide à ces derniers, notamment par un programme de répatriement volontaire. Le ministre de la Jeunesse, porte-parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour faire les grandes lignes de la visite du président de la République du Mali, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, en première région administrative du Mali. Justement, restons toujours au centre d'information gouvernementale du Mali, Sigmon, où le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine est revenu largement sur la situation des Maliens vivant en Angola. On l'écoute au micro de Tata Touré Ibrahim Koulibaly. Je suis devant vous cet après-midi pour vous entretenir par rapport à cette question d'actualité, la question par rapport à la situation que vivent nos compatriotes aujourd'hui en Angola. Un communiqué du gouvernement angolais a été publié ou lu sur les antennes des radios, la radio nationale de l'Angola, le 25 octobre, qui a parlé d'une opération destinée à nettoyer, selon leurs termes, les zones diamantifères et également le petit commerce. Donc il y a deux opérations qui ont été déclenchées parallèlement, qu'on appelle des opérations combinées. Une première opération qui concerne les zones diamantifères, comme je viens de le dire, et qui est orientée vers tous ceux qui sont en train de financer l'exploitation illégale du diamant en Angola. Et également tous les Angolais qui participent à l'installation des étrangers qui sont en situation irrégulière. Donc cette opération a concerné les provinces diamantifères de l'Angola. Il y a une deuxième opération également qui a été menée en même temps. Et cette opération portait sur les petits commerces. Les gens qui se sont installés anarchiquement sur les espaces publics ou dans les servitudes pour faire des activités, et le plus souvent des activités auxquelles ils n'ont pas droit parce qu'ils n'ont pas de documents pour exercer ces activités. Il y a certains également qui se sont installés dans ces activités, mais qui ne payent pas les impôts. Il y a également des grands criminels aussi qui sont en train de poursuivre dans cette opération, qui sont en train de voler les câbles électriques, ou même qui sont en train d'importer, parce que l'importation des véhicules de seconde main est interdite en Angola. Donc les gens le font. Et même ceux qui sont en train de vendre les téléphones mobiles au bord des routes. Donc c'est une opération de nettoyage, d'assainissement des activités illicites menées par un certain nombre de populations. Donc quand cette opération a été lancée, c'est une opération qu'on peut estimer une opération de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, ils sont en train quand même de travailler pour assainir les finances publiques, parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'Angola a des difficultés économiques. Donc c'est des actions menées par le nouveau pouvoir
pour essayer d'assainir et avoir des ressources afin de faire face à certaines charges du pays. Mais le mot ou l'expression qui a peut-être qui a alerté et qui a créé un vent de panique au niveau de nos compatriotes en Angola, c'est qu'il est ressorti dans le communiqué, il a été demandé à tout Angolais de dénoncer à la police tout étranger en situation irrégulière. Donc je pense que c'est cette phrase qui a créé un vent de panique et c'est ce qui a amené les étrangers à se demander à quoi cela va aboutir. Maintenant, nos services diplomatiques nous ont remonté l'information. Et qu'est-ce que le Mali a fait en ce moment? Nous avons demandé à ce que, d'abord, on puisse gérer cette affaire de façon collégiale, c'est-à-dire qu'on le place de façon concertée. Le Mali est prêt à rapatrier tous les compatriotes en situation difficile qui souhaitent sortir du territoire. Parce que les gens nous oublient souvent que c'est une zone diamantifère où les gens sont allés chercher de l'argent. Même arrêter, les gens négocient, préfèrent rester. Mais le Mali ne peut pas envoyer des avions, payer, prendre tous les frais et arriver là-bas et que des gens refusent. Parce que nous demandons maintenant à ce qu'on nous donne l'état des gens qui souhaitent réellement revenir dans leur pays. C'est en ce moment qu'on prend les dispositions. Et aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine. Et les gens sont en train de payer des pieds. Mais le Mali est en rapport avec l'Organisation internationale des migrations et en négociation pour voir comment est-ce que les gens peuvent, de façon volontaire, regagner le pays. Donc nous sommes dans l'entente. Ceux qui sont là-bas, les dispositions sont prises pour les rapatrier, mais à condition qu'eux-mêmes, ils souhaitent quitter ces pays. Parce que nous avons l'expérience. L'actualité est sur un autre plan. Le centre coranique Darou Az-Zahara de mémorisation du Saint-Coran, Cheikh Abou Jafar Djabati, a organisé une cérémonie de remise d'attestation à un de leurs élèves qui s'est distingué en mémorisant le Saint-Coran. C'était ce dimanche 4 novembre dans la cour du centre en Gabakouroudoua, en présence de plusieurs personnalités religieuses sous les hauts parrainages du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali. Reportage à Samaïra Sanogo Ibrahim Koulibaly. Notre présence ici, c'est par rapport à la sortie de la mémoration du Coran par un étudiant du centre Darou Zahara, qui est le promoteur, qui est Abou Jafar Djabati, qui est membre du groupement leader spirituel musulman du Mali, qui nous a invités de participer à cette cérémonie. Ça, c'est lors de notre présence ici. Bon, nos sentiments, c'est le sentiment de joie et de bonheur. Parce que ça fait un bon moment, on a fait une étude par rapport, après tous nos voyages à l'intérieur et à l'extérieur, on a constaté que le groupement est structuré sur des grandes familles traditionnelles et religieuses. Après nos constats, on a vu que maintenant, parmi toutes les grandes familles, par rapport à l'apprentissage du Coran commence à disparaître. S'il fait un centre comme ça par rapport pour Abou Jafar Djabati, il y a une promotion qui sortit, qui ont appris le Coran, mémoire tout le Coran à leur esprit. On ne fait que de joie, que de demander à tous les membres du groupement de prendre l'exemple comme le centre Zahara de Abou Jafar Djabati. C'est un encouragement et puis au nom de notre président qui est Cheikh Ousmane Mahamadou Radra, on va voir comment faire accompagner ces centres-là pour faire la promotion des centres, pour que nos gens, nos imams, nos prêcheurs qui sont dans l'intérieur, qui puissent amener, faire inscrire leurs enfants ici, qui comprennent le Coran sur ça. C'est le sentiment de fierté et de satisfaction, parce que cette école coranique est en train de contribuer à l'épanouissement des jeunes dans la lecture du Coran. Et nous remercions beaucoup le promoteur de l'école, Assir Cheikh Abou Jafar Djabati. Mais le mot de groupement vient d'abord du président du bureau national, Assir Cheikh Ousmane Chérif Madane Haïdara, qui est le parrain même de l'événement, qui nous a envoyé pour venir le représenter et représenter l'ensemble du bureau national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour participer à cet événement. L'événement de lecture du Coran et de remise de diplôme à la personne de M. Sangaré qui a lu tout le Coran, qui a appris le Coran et qui aujourd'hui, cette cérémonie s'inscrit sur la ligne des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aujourd'hui sont devenus la lumière et la pratique du Coran qui doit aller avec le respect des pratiques du Coran
et le bon comportement de l'islam, le bon comportement du musulman. Votre journal se poursuit toujours. L'Association des éditeurs de presse privée du Mali, ASEP, conformément à son plan d'action, a initié une causerie débat sous le thème « Une vie, une expérience » en invitant chaque mois une icône de la presse malienne pour venir partager ses expériences avec la nouvelle génération. Ramata Dia, une femme voyante, non moins promotrice de la radio Guintan, était l'invitée de cette première édition. On voit tout cela avec nos reporters Amadou Kamara, Baba Keita. Comme son nom l'indique, Une vie, une expérience est une initiative de l'Association des éditeurs de presse privée du Mali, ASEP. Un rendez-vous pour du donner et du recevoir entre les anciens et la nouvelle génération. ASEP New Generation, comme aiment le dire les Anglais, s'est penché sur son projet de plan d'action qui a été validé par l'ensemble de ses membres. L'activité phare de notre plan d'action est bien la présente. Une vie, une expérience. Le but est de donner la parole aux doyennes et doyens de la presse afin de partager leurs expériences avec les directeurs de publication et journalistes que nous sommes. En d'autres termes, il s'agit d'un cadre de partage d'expériences, d'une véritable école, bref, d'une bonne opportunité pour nous de la jeune génération qui, au-delà du parcours universitaire, sommes dans un réel besoin d'apprentissage. Une vie, une expérience est et restera ce cadre formel pour nous journalistes de profiter davantage de l'expertise des précurseurs de la presse malienne que nos doyens, en qui je rends un vibrant hommage, tout en leur faisant part de notre gratitude pour les immenses sacrifices dans le cadre de l'avènement et de la promotion de ce noble métier qu'est le journalisme. Les personnalités présentes à la rencontre de partage d'expériences ont bien apprécié cette belle initiative de l'Association des éditeurs de presse privée. Je suis très content, je dis que je viens là parce que vraiment je me sens de la famille de la presse, parce que je vous disais tout de suite que mon frère aîné était journaliste à l'ORTM. Et depuis, j'ai aimé cette famille. Et à chaque fois qu'il y a des événements de la sorte, j'y viens. Et surtout que c'est ici, c'est le donner et le recevoir. Des plus expérimentés vers la jeune génération. Votre métier a besoin d'une assistance, car c'est un métier très délicat. L'invité de cette première édition, Ramata Dia, une Yélénie de la presse malienne, une combattante de la liberté d'expression et très dévouée pour la défense des causes de la femme, a humblement apprécié le choix porté sur sa modeste personne et reste confiante pour la nouvelle génération. Oui, l'initiative de l'ASEP est vraiment une initiative très salutaire parce que je me demande, sans cette initiative, comment on allait se rencontrer, partager des choses, échanger. Je trouve que quand même c'est extrêmement important et je me dis que j'ai eu raison de venir à cette rencontre parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui ont beaucoup de courage et de talent et pour moi c'est très impressionnant, c'est très enrichissant. Beaucoup de satisfaction d'avoir pu rencontrer des jeunes collègues, d'échanger avec tout le monde sur quelque chose qui me passionne, la profession de journaliste. Et vraiment c'est pour moi une occasion en or de rencontrer des gens, de partager avec eux, c'est ce que je retiens. C'est un métier difficile, ce que je peux dire aux jeunes, d'avoir beaucoup de rigueur, de beaucoup lire, de s'informer et de s'assurer que toute information qu'on donne est vraiment recoupée, vérifiée et aussi de ne pas donner dans la complaisance. À noter que cette initiative de l'ASEP, Une vie, une expérience, est un cadre formel qui vise à partager des expériences entre deux générations. Vivement la prochaine édition. Bonne initiative de l'ASEP. Tout autre chose, l'association des jeunes premiers du Mali en droite ligne de ses objectifs de réparer et de récompenser les braves hommes à travers leurs actions patriotiques a procédé à une remise
des diplômes de reconnaissance au maire de la commune rurale de Sangaré-Bougou, cercle de Kati. C'était ce samedi 3 novembre dans la cour de la dite mairie. L'événement a réuni plusieurs personnalités administratives, politiques, religieuses et coutumières. Reportage Samera Sonoga Samba Traoré. Rendre à César ce qui l'appartient. Voilà la phrase qui traduit parfaitement les desseins de l'association des jeunes premiers du Mali. Cette association récompense les braves hommes déterminés pour un avenir radieux de leur communauté, posant des actes citoyens et constructifs. Bon, ma présence à Sangaré-Bougou ici, c'est vraiment dans le cadre de la citoyenneté. C'est pour accompagner l'association, pour vraiment venir donner une médaille de mérite vraiment au maire de Sangaré-Bougou. Un maire qui a vraiment travaillé avant d'être maire, qui a travaillé à titre personnel pour construire des écoles, des lycées, une université, qui a même travaillé dans son propre village avant d'être maire à Sangaré-Bougou. Et aujourd'hui, s'il est maire, vraiment, il mérite d'être accompagné. Bon, c'est une enquête qui a été faite de longue date, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que nous donnons des médailles aux maires. Nous avons l'habitude d'en donner aux députés, on a l'habitude d'en donner à certains gouverneurs et même à certains ministres. Donc c'est pour vous dire que ce que nous a valu vraiment son choix c'est des critères bien précis qui ont été définis par l'association et qui ont abouti vraiment à son choix. Les autorités administratives du cercle de Kati, dont relève la commune rurale de Sangaré-Bougou, se réjouissent de cet acte qu'ils qualifient de patriotique, tout en encourageant le bénéficiaire à redoubler d'efforts pour de nouveaux défis. Je suis très émerveillé ce soir par rapport à ce qui vient de se passer. Tout d'abord, je félicite les organisateurs de cette cérémonie, l'association des jeunes pays du Mali. Parce qu'à travers eux, on parvient à dénicher le travail de ce pays, les bâtisseurs du pays. Donc au nom du professeur de Kati, M. Sadio Keita, je félicite le récipiendaire, M. Kassim Sidibé, qui depuis qu'il est élu, nous au niveau de l'administration, nous sommes là pour servir toutes les 37 communes du cercle. Et je pense que les maires qui font la fierté des collectivités communales, des collectivités territoriales, la commune rurale de Sangaré-Bougou fait partie. Les maires de la commune de Sangaré-Bougou fait partie. Le gagnant du jour est ému du choix porté sur sa modeste personne. Il a remercié l'ensemble de la population de sa commune pour son accompagnement sans faille avant de lui dédier cette distinction. Aujourd'hui, je suis honoré, je suis très fier et je suis très content. Cela va me donner davantage de courage à œuvrer beaucoup plus. C'est dans l'unité que l'on gagne. Dans l'unité, la compréhension, le dialogue, on gagne. Et tant que nous avons le soutien ferme de notre population, nous sommes obligés d'aller de l'avant. Ça, c'est obligatoire. Et nous sommes obligés aussi de compter avec cette population qui nous a élus massivement. Et le vote massif réel pousse le responsable à bien travailler. L'homme, dans sa vie, dans son parcours, doit travailler. Nous devrons travailler tous les jours comme si on ne meurt pas. Et on doit travailler tous les jours comme si on doit mourir demain. Donc nous, on va tout faire pour figurer dans les pelotons de tête des communes du Mali. Note de fanfare, prestations artistiques et séquences de sketchs de Sewa Iriba pour émerveiller le public ont été les temps forts de cette cérémonie. À présent, nous continuons toujours à parler de l'actualité, cette fois-ci ici à Moriba-Bougou, la route RN27 de la commune rurale de Moriba-Bougou. Bien sûr, a de nouveau enregistré un cas d'accident mortel aux environs de 7 h du matin ce lundi 5 novembre 2018. Il est ressort d'un constat général que le tronçon Ngabakoro-Doura-Moriba-Bougou est l'un des axes les plus accidentogènes dans la périphérie de la capitale. Un camion ben de vive allure en provenance de Koulikoro a renversé une jeune dame de 23 ans juste avant le poste de police. La victime est morte sur les champs, provoquant la colère des riverains qui ont aussitôt mis le feu au véhicule pour ensuite s'en prendre au chauffeur pour tenter de le lyncher. Pour plus de précisions, suivons le reportage de Ahmadou Diarra et Abdoulaye Sogodougou. C'est l'accident de trop, selon les habitants de la commune rurale de Moriba-Bougou, sur cette voie principale avant même son inauguration officielle par les autorités du pays. Si les uns se réjouissent de la rénovation de la route, d'autres déplorent cependant le manque de mesures d'accompagnement adéquates pour limiter les cas d'accidents mortels.
Nous nous réjouissons beaucoup sur la rénovation de cette route Bamako-Koulikoro qui passe évidemment par Ngabakoro droit et Moribabougou. Mais nous constatons trop d'accidents mortels sur cet axe qui nous concerne. Le cas de ce matin est horrible car c'est une de nos sœurs qui a perdu la vie par un camion Ben. Il est surtout regrettable que ce sont les mêmes camions qui tuent les gens ici par excès de vitesse. La police joue-t-elle pleinement son rôle de faire respecter le code de la route ou doit-on imputer la faute aux usagers pour incivisme? Ce matin vers 7h30, mes éléments ont été sollicités pour constater un accident avec mort d'homme. Il s'agit d'une femme âgée de 23 ans qui tentait de traverser la chaussée pour aller faire des achats au marché de Moribabougou. Elle a été fauchée par un camion Ben qui circulait à vive allure, malgré les injonctions du policier que nous avons dépêché pour faire traverser les élèves à ce niveau. Tout porte à croire que le chauffeur conduisait à vive allure et à notre arrivée, nous avons trouvé qu'il avait été extrait de son véhicule par la foule surexcitée. On a pu le dénicher, mais il était grièvement blessé. Les secours de la protection civile ont pu l'amener au niveau des urgences du centre de référence de la commune 1. Mais malgré notre intervention, malgré les démarches menées par-ci par-là, la foule surexcitée a mis le feu au camion. La devanture du marché de Moribabougou demeure un point vraiment accidentogène auquel les autorités doivent prendre des dispositions idoines pour freiner les taux d'accident à ce niveau. Nous avons procédé avec la mairie de la commune de Moribabougou et celle de Ngabakoro droit à des séries de sensibilisation. Nous sommes à pied d'œuvre pour organiser des ateliers de formation auxquels participeront tous les acteurs, les chauffeurs de bennes, des Sotraman et les usagers de la route, et tous les usagers de la route. Les autorités communales se disent terrifiées par cette multitude d'accidents qui se passent parfois sous l'œil des agents de la police de la circulation routière. Le maire en question en appelle à un véritable changement de comportement des usagers afin de circonscrire ce phénomène avec son corollaire de drame. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, on peut dire que vraiment cet accident, on peut dire que c'est un accident provoqué même, qu'on soit clair. D'autant plus que c'est le non-respect vraiment du code de la route. D'autant plus que là où l'accident a été produit, tout le monde est devant la mosquée. À chaque matin, il y a des policiers, plus des agents de la mairie vraiment pour freiner les voitures, en ce que vraiment la circulation puisse être faite avec les enfants pour les aller et retour. Mais on voit même la dame qui a perdu la vie là. Ça a même été avec le policier pour le faire traverser. Tellement le camionneur vraiment venait en tonneau ouvert, il a été obligé vraiment de laisser l'enfant. Quelles que soient ces mesures-là, il faut que la population soit disciplinée, qu'on soit clair. Il faut qu'on soit discipliné, correct et respecter le code de la route. Sans ça, même si on met des tas dedans, ça va de tant qu'on n'est pas discipliné, tant qu'on respecte le code de route, vraiment les cas vont se produire à chaque jour. Il faut qu'on soit correct, discipliné et respecter le code de la route. Et vraiment, et les usagers, et les véhicules, et les piétons, que chacun joue sa partition par rapport à ça. Et chacun doit se sentir concerné, et chacun doit respecter les codes de la route vraiment. Sans ça, vraiment, l'accident, ça pourra continuer de se produire. Le chauffeur du camion Ben qui a échappé au lynchage des témoins de la scène a été arrêté par la police et placé en détention pour conduite en excès de vitesse. L'enquête nous édifiera par la suite s'il doit être inculpé ou pas pour homicide involontaire. En attendant, la prudence doit rester de mise sur la RN27 Moribabougou. Merci beaucoup à Hamadou Diarra pour cet éclairage. Alors, tout de suite, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale, en bref, une image compilée ici par Abdelkarim Sako. Au Burkina Faso commence l'interrogatoire de 5 personnes présentées comme étant les cerveaux présumés du coup d'État avorté de septembre 2015. Environ 80 personnes ont déjà comparu depuis le début du procès. À partir de ce lundi vont se succéder à la barre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, anciens patrons de la diplomatie burkinabé. Le colonel-major Bourema Kiré, ex-chef d'état-major particulier du président de la transition, le commandant Abdul Aziz Korongo, chef de corps par intérim du régiment de sécurité présidentielle, et l'ex-bâtonnier Maître Mamadou Traoré. Cette phase décisive commencera avec l'interrogatoire du commandant Abdelaziz Korongo.
Les 3 poids lourds de la politique malgache ont tenu leur dernier meeting le week-end dernier, alors que la campagne se termine ce lundi 5 novembre. Après Marc Aravalo Manana et André Arajolina, c'était au tour de Eri Arajao Nari Mampianina de rassembler ses partisans dimanche 4 novembre. Il a axé sa campagne sur son bilan: construction de routes, d'écoles, création d'emplois dans l'enseignement, appui aux agriculteurs, rappelant que cette année la croissance avait atteint les 5%. À plusieurs reprises, il a insisté sur le fait que ces projets étaient réalisables. Une façon de se démarquer de certains candidats qui ont fait des promesses excentriques durant cette campagne: continuité économique mais également politique. En RDC, certaines personnalités figurant dans l'équipe de campagne du candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari affirment ne pas avoir été consultés au préalable. C'est notamment le cas de Florent Ibeng, l'entraîneur de l'équipe nationale de football et de l'AS Vita Club, de Chantal Kayimbo, rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Le patron de l'UNPC dit être tombé des nues en apprenant que son nom figurait sur la liste de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari. Les consultations ont certainement eu lieu, mais il y a eu des désistements aujourd'hui. Toutes ces personnes sont des personnes ressources. Ces personnes sont libres d'accepter ou de ne pas accepter, a-t-il affirmé. Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi pour demander la libération des personnes arrêtées pendant les grandes manifestations de l'opposition au président Faure Gnassingbé depuis un an au Togo. Les personnes encore en détention doivent être libérées immédiatement et sans condition, a déclaré le porte-parole du Front. Le FCTD exige également l'arrêt du processus électoral en vue des élections législatives prévues le 20 décembre conformément à la feuille de route de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La principale coalition de l'opposition avait appelé ses partisans à boycotter le recensement électoral qui a pris fin le 25 octobre. Le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'a emporté dimanche 4 novembre à l'issue du référendum avec 56,4% des suffrages exprimés. Le président Emmanuel Macron a exprimé son immense fierté. Cette mobilisation aurait pu être encore plus déterminante si une partie du oui n'avait pas appelé au boycott du scrutin. Les indépendantistes se retrouvent à renforcer pour réclamer l'organisation de 2 autres référendums. Sport football avant de boucler votre journal. Le lancement de la Coupe d'Assey de Shérif Ousmane Madan Haïdara a eu lieu dimanche 4 novembre 2018 au stade Babemba Traoré de Sikasso. Cette coupe est organisée par le district de football de Sikasso en collaboration avec la section en sardine de la localité. Nos envoyés spéciaux, Boubacar Traoré, Foussem Keita. Placé sous le signe de la cohésion sociale, ce tournoi regroupe 8 équipes de la ville de Sikasso, réparties en 2 poules qui se jouent sous forme de championnat aller simple. Les 2 premiers de chaque poule se croiseront en demi-finale. En match inaugural joué le dimanche dernier au stade Babemba Traoré, l'équipe Planète Foot Mont-Rouge, habillée en jaune, était face à celle de l'AS Douane. Après les cérémonies protocolaires, les coups d'envoi symboliques, place à présent au coup d'envoi de la rencontre. Lors de la première période, les 2 équipes se neutralisent, score à la pause 0 but partout. Au retour des vestiaires, l'équipe AS Douane, bien expérimentée, arrive à marquer l'unique but de la partie par Mokhtar Diallo. Ainsi, le score reste inchangé jusqu'au temps réglementaire. Coupe, pourquoi? Parce que il le faut, parce que le football, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur de cohésion. Comme ils l'ont bien dit, vous avez vu le thème de la coupe, cohésion sociale. Le football aujourd'hui est carrément lié à ça, la cohésion sociale. Ça permet, c'est-à-dire il y a un brassage qui est là, obligatoire, qui nous permet vraiment de faire du football. Sans ça, il n'y a pas de football. Donc c'est facteur de cohésion, et facteur de santé, facteur de communication. Il y a beaucoup de facteurs. Donc ça nous pousse vraiment à aller dans ce sens. Et ça permet aussi au développement du football dans la région de Sikasso, chose qu'on est en train de chercher il y a quelques années de cela, qu'on ne parvient pas à avoir. Donc si on s'y met, avec des bonnes volontés comme ça, vraiment je pense qu'on sera honoré, Inch'Allah, cette année. L'objectif c'est la première division. Il faut qu'on ait une équipe en première division et on est en train de se battre. Voilà pourquoi on cherche
tous les voies et moyens de pouvoir avoir des compétitions pour mettre les jeunes à jambe. Les responsables de la section Ansardine de Sikasso, cette initiative est à saluer à sa juste valeur. 4 novembre 2018, date marquant le coup d'envoi de la compétition de football dénommée Coupe Saïd Chérif Ousmane Madan Aïdara par l'association Ansardine section de Sikasso et le district de football de Sikasso. Cette belle initiative est à saluer à sa juste valeur. À titre de rappel, le guide spirituel des Ansar, Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara, est un grand amateur de sport. Parrain à plusieurs reprises de la course des chevaux au champ typique de Bamako, course des pirogues dans son village natal Tamani, nombreuses coupes de football dans le district de Bamako et une première à titre régional dans la capitale du Kénédougou, placée sous le signe de la bonne cohésion sociale. Toute la région de Sikasso est honorée. Signalons tout simplement que ce tournoi permettra aux équipes de la ville de Sikasso de se mettre en jambe avant les compétitions de la Ligue de football de la région. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre journal de ce lundi 5 novembre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne partez pas, dans juste quelques heures. Ousmane Sogoré sera là pour le journal en langue nationale bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes.